Je propose de commencer notre webinaire, hein, notre conférence, en vous disant quelques mots d'introduction peut-être sur ce sujet, pratiquer le CARE à l'épreuve de la distance. Bonjour à tous, hein, d'abord. Et si on a choisi ce thème, c'est parce que ces outils, les outils de télémédecine, et de manière plus générale, les téléconférences, les dispositifs mixtes de télémédecine et de présentiel, le suivi à distance des élèves, l'utilisation des technologies de l'information pour créer des plateformes comme la plateforme Je veux aider, qui permettent de maintenir le lien social notamment. Se sont énormément développés, hein, on l'a vu au sein de notre observatoire Covid-19. Et il y a deux éléments qui méritent notamment d'être soulignés, hein. C'est d'une part la massification de l'utilisation de ces technologies. On a vu avec le baromètre Handifaction, qui est un baromètre spécialisé dans l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, que ces pratiques de télémédecine, ces pratiques distancielles, s'étaient énormément développées pour atteindre plus d'un quart des actes de soins pour les personnes en situation de handicap pendant le confinement et encore aujourd'hui, parce que cette tendance-là se confirme pendant le déconfinement. Et on a observé aussi une extension du domaine du soin. C'est avec les plateformes d'entraide, par exemple, type Je veux aider, mais il y a eu d'autres plateformes du même type, spécialisées dans les situations de handicap ou bien spécialisées de manière locale sur un département comme l'Orne, par exemple. On a pris conscience de cette activité de soins comme étant beaucoup plus large que le traitement médical ou que la prise en charge médicale. On a pu englober des notions d'accompagnement, de maintien du lien social, de solidarité locale, de continuité de l'enseignement. Et c'est vrai que c'est l'enseignement de la crise, hein, le fait qu'on se soit rendu compte que le soin était beaucoup plus large que le domaine de la médecine. On a même dit, par exemple, que les personnes qui travaillaient dans la chaîne alimentaire, hein, si on peut dire ça comme ça, dans la chaîne d'approvisionnement des lieux, des supermarchés, étaient aussi, pendant la crise, un métier du soin. Alors il faudrait sans doute relativiser et remettre ces nouveaux usages en contexte. C'est vrai que le soin à distance n'est pas nouveau. On pense par exemple au SAMU et à l'usage du téléphone quand on appelle le 15. Donc, il y a déjà cette logique-là, hein, qui était une logique de soin à distance. Et on pense aussi on rappelle, hein, que la télémédecine est entrée dans la loi en 2009. C'est-à-dire il y a 10 bonnes années. Donc c'est vrai que cet usage, même s'il n'était pas encore remboursé par la sécurité sociale, si je ne me trompe pas, était déjà en train de gagner du terrain. Par ailleurs, ces dispositifs n'ont pas entièrement soulagé les parents de personnes en situation de handicap, par exemple, hein, qui étaient épuisés au domicile. Cela n'a pas non plus permis nécessairement de maintenir l'ensemble des soins. On pense à la kinésithérapie, à l'orthophonie ou bien à la psychiatrie, par exemple. Et ça n'a pas permis non plus de prévenir totalement le décrochage scolaire ou l'isolement des personnes âgées. Alors ici, loin de nous l'idée d'être dans le solutionnisme technologique en pensant que les technologies ont réponse à tout et peuvent réparer tout type de situation, hein. Et l'idée, c'est pas non plus de faire un bilan complet de l'utilisation de ces techniques de télésoins au sens large, puisque effectivement, il faudrait avoir davantage de recul pour ça. Alors, notre projet ici, notre idée en créant cette conférence, c'était de questionner les enjeux éthiques de ces techniques. Et ces enjeux éthiques, on l'a vu dans notre observatoire, ils se sont posés de manière régulière et de manière assez vive, hein, dans les établissements ou pour les personnes à domicile. On a eu plusieurs témoignages qui allaient dans ce sens, hein. Je vais vous citer le témoignage d'une infirmière en EHPAD qui m'a envoyé dernièrement par mail ce message. Qui est, je trouve, très révélateur, hein, des questions qui se sont posées sur le terrain. Elle nous dit: suite à la décision de fermeture des EHPAD, nous avons réfléchi au sein de la commission éthique de notre établissement aux différents moyens de maintenir le lien social. Nous avons ensuite, suite à nos propositions, été dotés de tablettes numériques.
nous ont permis de mettre en contact les résidents et leurs proches. D'aucuns pensent que cette action n'avait de bénéfice que pour les familles. Et quand bien même il en fut ainsi, notre rôle n'était-il pas d'entretenir le lien et la confiance que nous accordent les proches des résidents? Donc il y a cette question du lien entre les... à qui servent vraiment ces outils, par exemple ici, et elle continue. Mais lorsqu'on considère les personnes malades comme dignes de respect et encore capables d'un certain degré d'autonomie, on est souvent étonné de leur réaction. C'est ainsi qu'une résidente, dont on pense qu'elle ne reconnaît pas ses proches, s'est exprimée en ces mots après un appel « ça me fait plaisir ». Donc on voit, c'est des données qui sont très concrètes, des expériences vécues, et pourtant c'est vraiment à ça qu'il faut se confronter, ces questions de terrain. Pour qui on fait ça, comment on le fait, comment on met en place ce type de technique, par exemple ici dans un EHPAD, pour maintenir le lien social avec les enfants, avec la famille, avec les petits-enfants. Alors pour conclure ce propos, j'aimerais rappeler quelques éléments de réflexion autour des enjeux éthiques posés par ces nouvelles technologies. Donc 3 points notamment. Tout d'abord, le fait que la question est souvent de savoir, quand on parle de ces nouvelles technologies, si il ne faudrait pas une nouvelle éthique pour faire face à ces technologies qui sont nouvelles. Alors pour ma part, il me semble qu'on peut déjà commencer à réfléchir à ces nouveaux dispositifs à l'aide des concepts, des notions traditionnelles de l'éthique telles qu'on les développe à l'Espace scientifique de France. Et moi je pense, si vous voulez, pour continuer ce propos, qu'il est possible de s'attaquer à ces questions, de réfléchir à ces questions de la télémédecine ou du télésoin ou de manière plus générale, à travers des notions traditionnelles de l'accompagnement, de l'annonce de la maladie, du secret médical, du consentement libre et éclairé, de l'intimité, de l'autonomie, du soin au domicile, donc cette question du domicile. Deuxièmement, deuxième point qui est à mon avis qu'il ne faut pas oublier, c'est que les techniques, que ce soit la télémédecine ou les cours à distance, sont porteuses de valeurs. Ils font écho aux principes à la fois des concepteurs, des utilisateurs et aussi au système technique préexistant. Donc il s'agit toujours de questionner ces technologies, ces techniques à travers les valeurs qu'elles promeuvent. Et enfin, pour aller dans le sens du philosophe Bernard Stiegler, du philosophe des techniques, on peut penser la technique comme un pharmacone. Alors le pharmacone, c'est un mot grec qui est à l'origine de pharmacie, de pharmacien, et qui signifie à la fois remède et poison. Donc tout poison peut être un remède, et tout remède risque toujours d'être un poison. Donc on peut penser la technique selon cette idée du pharmacone, de se dire que la technique, elle est remède et poison. Donc cette télémédecine, elle a été utilisée pendant le confinement comme un remède, et il faut voir comment on peut s'approprier ce remède, quel savoir, quel savoir-faire et quel savoir-être on peut développer autour de ces techniques pour ne pas les transformer en poison. Comme je peux vous donner un exemple, le comité national pilote d'éthique du numérique, à propos des réseaux sociaux, par exemple, écrivait « Si le numérique permet la diffusion et la propagation rapide d'informations, il facilite aussi la prolifération de fausses informations, en particulier via les réseaux sociaux. » Donc on voit l'ambivalence des techniques. Et je pense que c'est dans ces termes-là aussi qu'il faut réfléchir. Alors, pour lancer le débat de ce soir, qui sera animé par Paul Louveil-Dubuc, qui est responsable de la recherche à l'Espace éthique Île-de-France, je vais présenter les différents intervenants. Donc, ce soir, on aura la chance d'écouter Florent Trocknet-Lopez, qui est professeur de littérature en classe préparatoire au lycée Jeanne d'Albret de Saint-Germain-en-Laye, et qui va nous parler notamment de ce soin qui est la continuité pédagogique, à distance. Qu'est-ce que ça représente, cette éducation à distance? Puis ensuite, nous entendrons Laurent Haas, qui est directeur médical adjoint de l'IVI, qui est une entreprise de télémédecine. Et puis Fabrice Venier, médecin urgentiste. Et enfin Bernard Egosi, qui est médecin généraliste. Peut-être je laisse à présent la parole à Florent Trocknet-Lopez sur les enjeux de l'éducation et donc de ce soin nécessaire qu'est l'éducation à distance.